Cette semaine dans Afrique, nous suivrons les forces françaises qui essaient d'aider le gouvernement malien en combattant les djihadistes dans le nord du pays. Nous verrons ensuite comment les îles Comores misent sur leurs ressources géothermiques pour essayer de sortir de leur crise énergétique. Enfin, nous irons à la rencontre des danseurs noirs qui se forment à la danse classique, longtemps réservée à la minorité blanche en Afrique du Sud. Mais d'abord, les titres de l'actualité. L'ancien vice-président et chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba a été condamné à 18 ans de prison pour des exactions commises par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. En 5 mois, quelques 1500 hommes du mouvement de libération congolais ont, selon les experts, tué, pillé et violé avec une cruauté particulière hommes, femmes et enfants. La Cour pénale internationale a estimé que Jean-Pierre Bemba a encouragé ces attaques contre la population civile en échouant à contrôler sa milice. Le MLC s'était rendu en Centrafrique pour soutenir le président Ange-Félix Patassé face à une tentative de coup d'État menée par le général François Bozizé. Les avocats de Jean-Pierre Bemba ont déjà annoncé leur intention de faire appel du verdict. Véhicules incendiés, routes bloquées, des habitants de Pretoria ont manifesté leur mécontentement mardi après la publication des noms des candidats du parti au pouvoir pour les élections municipales du 3 août. Les manifestants dénoncent la décision de l'ANC d'avoir nommé Toko Didiza comme candidat à la mairie au lieu de reconduire le maire sortant. Pour le secrétaire général de l'ANC, les incidents ne relèvent en rien de la politique mais sont purement des actes de violence. Selon plusieurs sondages, les élections seront contestées dans les grandes villes de Pretoria, Johannesburg et Port-Elizabeth. L'image de l'ANC a été particulièrement ternie auprès d'une partie de la population à cause des déboires du président Jacob Zuma et des scandales de corruption. Le Naira a plongé lundi de près de 30% face au dollar. Une chute qui fait suite à la décision du gouvernement nigérian de laisser la devise fluctuer au gré des marchés après des mois de taux fixes. Une mesure applaudie par la plupart des chefs d'entreprise. Selon eux, la dévaluation du Naira va attirer des investissements étrangers et stimuler l'activité économique du pays en favorisant les importations. À cause du manque de devises étrangères, le port de Lagos a par exemple vu son activité considérablement réduite au premier semestre 2016. Plusieurs centaines de demandeurs d'asile érythréens en Israël se sont rassemblés mardi devant le siège de la délégation de l'Union européenne près de Tel Aviv. Ils ont manifesté leur soutien à la commission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme commises par le régime érythréen, l'un des plus répressifs au monde. Les manifestants comptent sur l'Union européenne pour soutenir leur demande d'asile. La tension est retombée mardi à Bangui après une médiation de la mission des Nations Unies en Centrafrique pour mettre fin à une prise d'otages. 6 policiers étaient tenus en otage depuis dimanche par un groupe d'autodéfense du PK5, le quartier à majorité musulmane de Bangui. Et dans le nord du pays, 16 personnes ont été tuées dans des affrontements entre des éleveurs Peuls et des membres de l'ex-rébellion Séléka. Depuis 2013, les forces françaises combattent les djihadistes dans le nord du Mali, réussissant à les chasser des principales villes de la région. Mais malgré ces succès, les groupes islamistes continuent de mener des attaques contre les forces de sécurité. Au milieu du désert malien, cette patrouille de l'armée française va à la rencontre des nomades. C'est un moyen pour eux de recueillir des informations, mais aussi de réduire la menace que posent les bandits et les djihadistes. Cette femme leur parle des bandits qui auraient tué son frère. Après leur départ, j'ai dit à mon frère, j'ai peur de ces gens. Mais mon frère m'a assuré qu'ils n'étaient pas dangereux, qu'ils étaient nombreux par ici, mais qu'ils ne nous feraient aucun mal. Les djihadistes des groupes liés à Al-Qaïda, comme AQMI et Ansardine, ont contrôlé la région pendant 10 mois avant d'être chassés par les soldats français début 2013. Mais ce mouvement islamiste ressurgit régulièrement en s'en prenant notamment aux bases de l'ONU déployées dans le pays. 3 Français sont morts en avril dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule blindé. Le but du terroriste, c'est de chercher à déstabiliser l'État en fait, en faisant des actes de terreur. Donc forcément, ils vont chercher à déstabiliser le pouvoir qui est en place, à décrédibiliser la force. Mais c'est parce qu'on est unis en fait qu'on arrive à reprendre la main petit à petit. 3500 militaires français traquent les djihadistes dans une zone du Sahel répartie sur le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie. Avec des moyens limités, ils comptent notamment sur des drones pour surveiller cette zone grande comme l'Europe. Les combattants islamistes profitent de l'immensité de la région.
Les Français n'ont pas réussi à couvrir la grande région désertique au nord du Mali, où ces groupes ont pu se cacher, se regrouper et commencer non seulement à se consolider, mais aussi à étendre leur territoire au-delà des frontières, comme au Burkina Faso et récemment en Côte d'Ivoire. Depuis l'attaque de la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam le 13 mars, le Sénégal, autre pays frontalier du Mali, est régulièrement cité comme cible potentielle d'attentats. Avec les embuscades mortelles contre les forces de l'ONU qui se multiplient, la France semble encore loin d'avoir rempli sa mission. Ces fumerolles pourraient être l'avenir énergétique des Comores. À 2300 mètres d'altitude, ces chercheurs veulent exploiter le potentiel géothermique du volcan Kartala. Si les fonds sont rassemblés, une usine pourrait être opérationnelle d'ici 2022. Nous comptons installer une usine avec une puissance initiale de 10 mégas, puis monter à 20 mégas et progressivement et suivre aussi la demande. Cet archipel de l'océan Indien fait face à une crise énergétique énorme. Les coupures d'électricité durent de nombreuses heures dans la capitale. Faute de groupe électrogène suffisant, cet hôpital doit se passer de climatisation dans le service chirurgie et couper complètement le courant de certains services non essentiels. Sur la principale île de l'archipel, seuls 6 des grands groupes électrogènes publics fonctionnent. La Banque africaine de développement est censée financer la révision de ces structures, mais rien n'est fait depuis des années. Comorien a besoin d'avoir de l'électricité maintenant, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui même. Dans l'avenir, à court et moyen terme, il faudra envisager une production qui sera bien sûr garantie en totalité, mais pour l'instant et progressivement, il faut améliorer la production et le réseau. Les Comores tablent aussi sur les explorations d'hydrocarbures offshore et une centrale au fioul très polluante devrait être opérationnelle d'ici 2018. En attendant, l'économie du pays reste paralysée et plus d'un jeune sur 2 est au chômage. Dans ce studio de danse de Soweto, on répète sans chausson ni tutu. Moulé est professeur de danse contemporaine. À 34 ans, et se met enfin au classique grâce à un programme de formation dans les townships, ces quartiers à majorité noire. Quand j'étais enfant, je voulais faire de la danse classique, mais ce n'était pas possible dans les townships. On devait aller en ville et c'était trop cher. Quand j'ai entendu parler de ce projet, j'étais très contente pour moi et pour mes enfants. La danse classique vient enfin dans les townships. Un matin par semaine, ses élèves suivent le cours de Maria venue spécialement de Cuba. Sa tâche est compliquée. Aucun de ces danseurs n'a suivi de formation classique. Mais elle ne laisse rien passer. C'est une expérience pour moi parce qu'à Cuba, les professeurs étudient le ballet pendant 8 ans, mais pas ici. Alors qu'est-ce que je fais ? Je commence par leur apprendre les bases de la danse classique. La concentration est aussi très importante. Tout comme l'amour. Sans amour, rien ne réussit. Élève le matin, ces adultes se transforment en enseignants l'après-midi. Dans une salle de classe de Soweto reconvertie en studio, Moulé reprend avec ses élèves les exercices qu'elle a appris avec Maria quelques heures plus tôt. J'aime la danse plus que tout, parce que c'est agréable. J'aime et ça me plaît. À l'origine de ce projet, Dirk Badenhorst ne cache pas ses ambitions et ses rêves. Le but du projet est de trouver le ou la danseuse étoile sud-africaine du futur. L'ancien directeur de l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied, se plaignait du manque de danseurs de couleur là-bas. J'aimerais que d'ici une dizaine d'années, des gamins de ce projet rejoignent l'Opéra de Paris. À terme, le projet vise à former un millier d'enseignants noirs sur 3 ans. Pour ces jeunes danseurs sans chaussons, c'est déjà un pas vers les planches de l'opéra. La semaine prochaine, nous verrons comment une association aide les enfants des townships à gérer leur stress à travers la méditation en Afrique du Sud. À la semaine prochaine.